bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène, une sensation que beaucoup de traders connaissent. Et elle est particulièrement frustrante. Mhm. C'est ce moment, vous voyez, où le prix d'un actif semble avoir une mission personnelle. Oui, Visez précisément votre ordre stop-loss, le déclencher, et puis repartir, mais immédiatement et avec une force incroyable, dans la direction que vous aviez prévue au départ. le grand classique. C'est ce qu'on appelle la chasse au stop. Exactement. Et pour explorer ça, on a pas mal de sources intéressantes. On a un entretien avec un ingénieur qui programme des algos de trading, des articles très techniques de sites comme Finveroo ou TradeViostock. Oui, des sources assez pointues. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est de démystifier un peu tout ça. Est-ce que c'est une manipulation délibérée, une sorte de complot des gros contre les petits, Autre chose. ou est-ce que c'est une mécanique de marché beaucoup plus complexe et peut-être même plus neutre? On va voir ce que nos documents nous disent. Allons-y. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on définisse bien le concept. Une chasse au stop, c'est quoi concrètement? Alors, en gros, c'est une stratégie qui vise à faire bouger le prix d'un actif, mais juste momentanément. Juste assez pour... Juste assez pour aller déclencher des groupes d'ordres stop-loss. Des ordres qui sont tous massés à peu près au même endroit. D'accord. L'ingénieur en algorithme qu'on a consulté, lui, il utilise une expression que j'aime bien. Ah oui, Il parle d'une signature de prix. C'est très reconnaissable selon lui. Le cours va plonger ou grimper dans une zone où on sait qu'il y a des stops. une zone prévisible. Voilà, il les récupère et hop, il repart dans la direction inverse. C'est presque un mouvement de manuel. Et la clé pour comprendre pourquoi ça arrive, en fait, ça tient en un seul mot. Liquidité. La liquidité, Les grands acteurs institutionnels, ce qu'on appelle la smart money, ils doivent passer des ordres qui sont gigantesques. On parle de millions, hein. d'accord. S'ils achetaient tout d'un coup, comme ça, sur le marché, ils feraient exploser le prix contre eux. C'est ce qu'on appelle le slippage. Le prix leur échapperait totalement. Donc ils ne peuvent pas juste cliquer sur acheter comme n'importe qui. Exactement. Pour éviter ça, ils ont besoin de trouver une contrepartie massive, c'est-à-dire des vendeurs. Et beaucoup de vendeurs. Et où est-ce qu'on trouve des vendeurs forcés et bien concentrés? Précisément là où les traders ont mis leur stop-loss sur des positions d'achat. Ah oui, logique. Un stop-loss sur un achat, c'est un ordre de vente. C'est un ordre de vente conditionnel. Du coup, en poussant le prix juste un tout petit peu plus bas, il déclenche une cascade de ventes au marché. Et cette vague soudaine de vendeurs, c'est parfait pour eux. Ça leur fournit toute la liquidité dont ils ont besoin pour entrer et remplir leurs énormes ordres d'achat à un bien meilleur prix. Mais ça semble tellement personnel quand ça arrive. On a vraiment cette impression d'être visé, que quelqu'un s'est dit « Tiens, on va aller chercher son stop à lui ». Je comprends. Comment on fait la part des choses entre la paranoïa un peu et une vraie mécanique? Est-ce que les institutions, elles ont même conscience de l'impact sur les individus? C'est vraiment la question centrale. Et la réponse est un peu décevante pour notre ego de trader. C'est-à-dire? Analysons la mécanique du marché pour comprendre. Il ne nous voit pas, il ne cible pas des individus. L'une de nos sources rappelle un chiffre important. Les traders particuliers, le retail, ça représente à peu près 5% de la liquidité totale sur un marché comme le Forex. 5%, c'est rien. C'est du menu fretin. Le déclenchement de nos stops, c'est un effet de bord, un dommage collatéral si on veut. Mais ce n'est pas l'objectif. La smart money, elle, cible des zones de liquidité, Et il se trouve qu'on place tous nos stops. aux mêmes endroits prévisibles. C'est tout à fait ça, on se regroupe sans le savoir, on crée nous-mêmes les cibles. C'est fou. Et l'ingénieur ajoute une nuance intéressante. Il dit qu'il y a des moments, pendant des périodes de très faible liquidité, où même un petit ordre peut faire bouger le marché. Il utilise une image, celle d'un chameau passant par le chat d'une aiguille. À ce moment-là, le marché est si immense que des petits ordres ont un impact énorme et peuvent lancer ce genre de mouvement. D'accord, je vois. On comprend maintenant pourquoi ils cherchent cette liquidité. Mais la question qui vient tout de suite, c'est comment ils savent où elle est avec autant de précision? C'est ça qui est troublant. C'est là que notre propre comportement nous trahit. C'est un mélange de psychologie et d'analyse technique de base. D'accord. Et toutes nos sources sont unanimes. Elles listent les mêmes endroits. Premièrement, les niveaux psychologiques. Les chiffres ronds. Le grand classique, 100 €, 50 $. Voilà. Un actif qui approche des 100 euros, on peut être sûr qu'il y a une tonne de stop juste en dessous ou juste au-dessus. D'accord. Ensuite, et ça c'est le plus courant, juste sous les niveaux de support et juste au-dessus des niveaux de résistance. Ce que tout le monde voit sur son graphique. Mhm. On peut ajouter les zones derrière les derniers plus hauts et plus bas, les fameux swing highs et swing lows, et surtout les doubles sommets ou doubles creux.
Ah oui, ça c'est un aimant. C'est un véritable aimant à stop. Le prix touche 2 fois le même niveau, ça crée une ligne parfaite. C'est irrésistible. Et puis bien sûr, les lignes de tendance que même un débutant peut tracer. C'est paradoxal en fait. On passe des mois à apprendre ces règles place ton stop sous le support, derrière le dernier plus bas, pour finalement se rendre compte que ces règles nous transforment en cible. C'est exactement le paradoxe. En suivant le manuel à la lettre, on devient prévisible. Ces concentrations de stop, ça crée ce que les sources appellent des poules de liquidité. Des piscines de liquidité. C'est ça, et la règle est simple. Plus un niveau est évident, plus il est testé, plus il y a de traders qui placent leur stop au même endroit, et donc plus la liquidité s'accumule. Et plus un pool est grand, Plus il devient une cible attractive. exactement, les algorithmes ne devinent pas, ils exploitent des comportements qui sont statistiquement certains. D'accord, on voit bien le côté des traders particuliers. Mais je suis curieux de savoir ce qui se passe de leur côté de l'écran. L'ingénieur que vous avez consulté a justement décrit comment ces algorithmes exploitent ces moments. Il ne les crée pas, mais il en profite, c'est ça? Absolument. C'est une excellente illustration de ce qu'on appelle l'exécution intelligente. Son travail, ce n'est pas de chasser les stops, c'est d'exécuter des ordres énormes pour ses clients de la manière la plus efficace possible. D'accord. Prenons un ordre VWAP par exemple, qui vise à obtenir le prix moyen de la journée. Un algorithme programmé avec une logique de trader, comme il dit. Il ne va pas tout acheter d'un coup. Non, ce serait stupide. Il va chasser le bon moment. Il va rechercher activement ces instants de faiblesse sur le marché, comme une cascade de stops de vente qui se déclenche. Et là, il passe à l'action. Quand il détecte cette vague de vente, il sait que c'est une opportunité en or pour acheter de gros blocs d'actions à un prix moyen bien plus bas. Leur but, c'est d'optimiser leurs propres transactions. Notre malheur fait leur bonheur, mais sans intention malveillante directe. C'est juste de la pure efficacité. Et ça nous amène à un autre concept clé mentionné dans nos sources, le déséquilibre, ou plus techniquement, le Fair Value Gap, le FVG. D'accord. Quand ce mouvement de prix très rapide se produit pendant la chasse au stop, il laisse une trace sur le graphique. C'est une zone où le prix a bougé si vite qu'il n'y a pas eu d'échange équilibré entre acheteurs et vendeurs. C'est un peu comme si le prix avait sauté une marche dans un Il escalier. reste un vide. C'est une excellente analogie. Il y a un vide de liquidité. Et le marché a une tendance très forte, presque une mémoire, à revenir combler ce vide plus tard. Pour les traders qui savent repérer ça, ça devient un point d'entrée stratégique. Dans les articles, j'ai aussi noté une distinction entre un liquidity grab et un liquidity sweep. Les termes se ressemblent, mais c'est quoi la différence? C'est une nuance dans le comportement du prix. Imaginez un niveau de support. Un grab, une prise de liquidité, c'est une incursion très rapide et chirurgicale sous ce niveau. Une mèche. Souvent, oui. Sur un graphique en chandelier, on verra une longue mèche qui passe à peine sous le support, puis le prix remonte immédiatement et la bougie clôture au-dessus. C'est un rejet violent. Ok, c'est le coup de poing rapide. Et le sweep? Le sweep, le balayage, c'est un mouvement un peu plus ample. Le prix peut casser le niveau, la bougie peut même clôturer en dessous, et il peut y rester un peu plus longtemps avant de finalement réintégrer. C'est plus trompeur. Un peu plus, mais dans les deux cas, le principe est le même. C'est une fausse cassure. Le signal clé à observer, c'est ce rejet. Quand le prix refuse de continuer dans la direction de la cassure, c'est souvent le signe que la liquidité a été capturée et que le vrai mouvement va commencer. Bon, tout ça est un peu intimidant, il faut l'avouer. Le constat est assez clair. On est le carburant. C'est un peu ça. Du coup, la question qui brûle les lèvres, c'est comment on fait pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Heureusement, les sources ne font pas que décrire le problème, elles proposent des solutions. La première, la plus fondamentale, ça concerne le placement du stop. Il faut absolument arrêter de le mettre aux endroits évidents. Ce qu'on a listé tout à l'heure. Exactement. L'ingénieur est très direct là-dessus. Placer un stop, un tick en dessous du support, c'est une mauvaise idée. Il faut éviter les chiffres ronds, les supports parfaits. Il faut se donner de l'air. Mais assez d'air, c'est subjectif. Comment on détermine ça? C'est là qu'une approche plus technique aide beaucoup. Utiliser l'indicateur ATR, l'Average True Range. L'ATR. L'ATR ne se base pas sur un niveau de prix fixe, mais sur la volatilité réelle de l'actif. En gros, il nous dit de combien l'actif bouge en moyenne. Ça aide à placer son stop en dehors du bruit normal du marché. Et comment on l'utilise concrètement? La formule est assez simple. Pour un achat, c'est le prix d'entrée moins la valeur de l'ATR multipliée par un coefficient. Un instant, pour être sûr de bien suivre. Disons que l'ATR me donne 50 centimes pour une action.
J'achète à 100 €, j'utilise un multiplicateur de 2. Mon stop sera donc à 99 €. C'est ça? 100 moins 2 fois 50 centimes. C'est exactement ça. Et ce qui est puissant, c'est que ce stop est dynamique. Si le marché devient plus volatile, l'ATR augmente et le stop s'éloigne automatiquement pour s'adapter. C'est beaucoup plus intelligent? Les sources suggèrent un multiplicateur de 1,5 à 2 fois l'ATR pour du court terme et 3 à 4 fois pour du trading de position. Ça donne au prix l'espace pour respirer. D'accord. Quoi d'autre? Un autre conseil qui revient partout, la patience. Ne jamais se précipiter sur la cassure d'un niveau. C'est le piège. La stratégie gagnante, c'est d'attendre que la chasse ait eu lieu. Laissez-les faire leur sale boulot. Entrer après la bataille. Voilà, une fois que le prix a balayé la zone et qu'il montre des signes clairs de retournement, on parle de cassure de structure ou de change of character. C'est à ce moment-là qu'il faut chercher à entrer. Il faut surfer la vague institutionnelle, pas se faire noyer par elle. L'ingénieur a aussi donné un conseil plus original, que je n'avais jamais entendu, sur la taille des ordres. Ah oui, c'est fascinant et un peu contre-intuitif. Il suggère d'éviter les chiffres ronds, non seulement pour les prix, mais aussi pour la quantité d'actions. Ah bon? Au lieu d'acheter 100, 500 ou 1000 actions, il conseille d'utiliser des nombres stupides, comme il dit, du genre 96, 221. 487? Oui, ou même des nombres premiers qui ne se terminent ni par 5 ni par 0. Et quelle est la logique derrière ça? L'idée, c'est que les algorithmes de détection sont souvent calibrés pour repérer les flux d'ordre typiques des traders particuliers, qui adorent les chiffres ronds. Un ordre de 96 actions se remarque moins qu'un ordre de 100. Ils se font dans la masse. C'est une forme de camouflage algorithmique. C'est malin. Abordons pour finir une observation très juste faite par le trader interviewé. Il dit voir de plus en plus de double balayage. C'est-à-dire qu'un premier plus bas est cassé, il attend, il entre en position, et puis ce nouveau plus bas est à son tour cassé avant que le vrai mouvement ne démarre. C'est le piège dans le piège. C'est un point crucial. Ça montre que le marché est un système vivant qui s'adapte. Ouais. Nos sources n'en parlent pas directement. Mais en connectant les points, l'explication est logique. C'est une conséquence de l'éducation des traders. De plus en plus de gens connaissent le concept de la chasse au stop. Ils ont appris, comme on vient de le dire, à attendre ce premier balayage. Donc le jeu évolue? Le jeu évolue constamment, les algorithmes s'adaptent. Ils savent que beaucoup de traders informés vont maintenant placer leur stop juste sous le plus bas du premier balayage. Ce niveau devient donc une nouvelle couche de liquidité, toute fraîche. Une nouvelle cible? Une nouvelle cible, encore plus concentrée. Un second balayage devient donc rentable pour eux. C'est un jeu du chat et de la souris sans fin. On est passé d'un échec simple à un échec et mat en 2 coups. Alors, si on fait le bilan, ce qu'il faut retenir, c'est que la chasse au stop n'est pas tant une conspiration qu'une dynamique de marché implacable. C'est ça. C'est un mélange de recherche de liquidité, de puissance des algorithmes et surtout de notre propre comportement prévisible. Absolument, la smart money n'est pas le méchant de l'histoire. Elle joue à un autre jeu avec des règles et des contraintes différentes. Et dans ce jeu, nos stops sont le carburant dont leurs moteurs ont besoin. Donc l'idée n'est pas d'être parano. Non, mais d'être lucide. Il faut arrêter de penser en termes de lignes de support et de résistance et commencer à voir le graphique comme une carte de zone de liquidité. Changer de perspective. Ne pas combattre le courant, mais apprendre à le lire pour nager avec. C'est l'objectif, s'aligner sur le flux institutionnel une fois que leurs intentions ont été révélées et non avant. Très clair. De la même manière, créer des chasses de stop informationnelles. Pousser un récit juste assez loin pour déclencher une réaction publique massive, prévisible, pour ensuite révéler la vraie info une fois que cette réaction a servi leur objectif. C'est une piste de réflexion.